suis Marc-André Etier, je suis directeur du CRIFPE. C'est à ce titre-là, dans cette qualité-là, que j'ai l'honneur d'animer ce webinaire qui, comme tous les webinaires du CRIFPE, sera enregistré, est enregistré en fait, et donc sera disponible aussi sur le site, comme d'habitude, du CRIFPE. Alors, vous pourrez le réécouter ou bien le faire écouter par d'autres si vous le voulez. Vous avez donc l'occasion de participer au webinaire, mais une manière que je vais expliquer dans un instant. D'abord, je vais vous rappeler que les webinaires arrivent régulièrement pendant l'année. Il y en aura un autre au mois de mai, par exemple, celui d'Olivier Lemieux qui va parler de la gestion de crise, si je me souviens bien du titre, dans l'établissement scolaire et puis les centres de services. Prof de Lucar qui va faire cette présentation-là donc en mai. C'est tout dans le site du CRIFPE. L'information est claire et vous pouvez vous y retrouver. Mais aujourd'hui, c'est donc la présentation de nos trois présentatrices dans quelques instants. Une fois que la présentation sera faite, au bout de 30, 40 minutes, selon les besoins qu'elles auront, il y aura une partie de questions-réponses. Et pour poser vos questions, je vous demande de le faire dans la partie questions et réponses. Je les lirai moi-même. C'est un webinaire dont on peut pas faire parler tout le monde. C'est moi qui fais votre canal de transmission. C'est pas d'en discuter. C'est bel et bien dans questions et réponses que vous écrivez des questions. Et puis, je vais sans doute en fusionner parfois certaines d'entre elles pour être certain que le plus de choses qui doivent être dites le soient. Et pour laisser aussi le temps, bien sûr, de répondre à nos présentatrices. Donc, je le répète, aujourd'hui, nous avons une présentation, le titre est Perception des enseignantes et des enseignants à l'égard de l'inclusion scolaire et de leur pratique d'enseignement dans un contexte de diversité ethnoculturelle au primaire, comme vous pouvez le lire vous aussi. Ça commence à peu près maintenant, ça dure jusqu'à 13 heures, pendant une trentaine de minutes. Mesdames, je vous cède la parole et je vais fermer mon écran et mon micro. Merci beaucoup, à tantôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marc-André pour l'introduction. Donc voilà, alors nous présentons aujourd'hui les résultats préliminaires issus d'un projet de recherche en cours. La présentation porte sur les perceptions des personnels enseignantes, leur perception de l'inclusion scolaire et leur pratique d'enseignement en contexte de diversité ethnoculturelle. Et on va revenir un petit peu lors de la présentation sur ce terme de diversité ethnoculturelle. Donc, comme le plan de la présentation, alors une très courte description du contexte, quelques éléments de la problématique, puis par la suite, on explique le cadre théorique, la méthodologie, puis la grande partie, c'est vraiment les résultats préliminaires, on va les présenter, les résultats analysés, puis on termine avec une interprétation et une conclusion courte. Bon, concernant alors la problématique ou bien le contexte, on le sait très bien, le contexte de diversité ethnoculturelle, le contexte d'inclusion de diversité au Québec, donc différentes mesures, plans d'action politiques ont été élaborés pour favoriser l'intégration des élèves issus de l'immigration, mais aussi la réussite de tous les élèves. Donc, comme par exemple la politique la plus fameuse, si on va le dire comme ça, à l'approche des années 2000, donc c'est la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle, une école d'avenir. C'est la seule politique, plus ou moins, qui a défini l'éducation interculturelle au Québec. Donc, l'objectif, c'était de former aussi des personnes enseignantes pour relever les défis éducatifs liés à la diversité ethnoculturelle, linguistique, religieuse de la société. Et puis plus récemment, dans les années 2017, une politique à visée plus inclusive. C'est pas une politique sur l'inclusion scolaire, mais à visée plus inclusive. Et ça, c'est étant donné la diversité croissante de la population qui présente des nouveaux défis pour le système éducatif. Donc, cette politique comme promouvoir une approche encore plus inclusive et l'objectif, c'est de préciser le rôle de l'équipe école dans le soutien au bien-être, à l'apprentissage des élèves dans un climat scolaire sécuritaire, accueillant, inclusif et ouvert à la diversité. Donc aussi, on parle dans cette politique du rôle du système éducatif, rôle des écoles, des personnes enseignantes, l'adaptation, l'ajustement des pratiques. Donc, ces deux politiques encouragent le personnel scolaire ou bien le personnel enseignant à prendre en considération la diversité des élèves et puis à favoriser l'apprentissage de tous. Donc, toujours dans la problématique, même si on a ces deux politiques et autres mesures et plans d'action, la question de l'inclusion est toujours un défi. Donc, ça reste un défi, ça exige un changement du travail, un changement, une transformation du système éducatif, un changement dans le travail des personnes enseignantes, les ajustements des pratiques, l'adaptation des pratiques et même
un changement dans la manière dont on perçoit la diversité et l'inclusion. Et donc, dans ce contexte d'inclusion, c'est sûr que le travail enseignant devient, oui, devient plus riche, c'est sûr, mais aussi ça devient plus complexe, un travail multiple, plus complexe. En fait, il y a évolution des besoins des élèves, même les enjeux en contexte sont plus complexes. Et donc, cela peut développer, disons, un sentiment d'insatisfaction ressenti par les personnes enseignantes quant à l'implantation des pratiques inclusives, surtout si les enseignants ne sont pas vraiment bien accompagnés. Dans ce processus, dans ce mouvement inclusif, et sans oublier que aussi les croyances des enseignants, les perceptions des enseignants, les positions des enseignants au sujet des différences, la diversité, de l'inclusion, ça peut entraîner des répercussions sur leur pratique. C'est ce qu'on va voir ici dans le cadre aussi de cette présentation aujourd'hui. Donc, pour résumer tout ça, on peut dire que les bases de l'inclusion ne se reproduisent pas comme elles ont été théorisées dans la pratique. Donc, il y a toujours cet écart entre ce qu'on trouve dans les politiques, entre ce qu'on demande des enseignants et entre les pratiques mises en place et entre les services offerts, le soutien et ainsi de suite. Et aussi un autre défi de taille, c'est que c'est toujours la visée d'intégration plutôt que d'inclusion qui l'emporte à l'école. Donc, on demande aux enseignants de s'inscrire dans ce mouvement inclusif alors que c'est toujours la visée d'intégration qui domine dans les écoles. Donc, à partir, ce qui précède, à partir ce contexte, l'objectif aujourd'hui, c'est d'analyser, c'est de présenter les perceptions des personnes enseignantes et leurs pratiques d'enseignement qui favorisent, selon leur point de vue, l'inclusion socio-scolaire des élèves en contexte de diversité et d'inclusion. Et pour ce faire, on s'est inscrit en premier lieu dans la définition d'ALTE, des pratiques d'enseignement. Parce que pour nous, la question, c'était c'est quoi la pratique inclusive? Comment on peut définir la pratique inclusive? Donc, on s'inscrit dans cette définition qui considère les pratiques enseignantes comme des pratiques singulières, des pratiques contextualisées, des pratiques situées dans le temps et dans l'espace. Donc, une pratique est vraiment singulière à chaque contexte, à chaque enseignant. Et on s'inscrit aussi dans le cadre d'analyse du travail enseignant. Ça nous permet de mieux comprendre la mise en place des pratiques d'enseignement, les enjeux, les défis. Donc, on peut comprendre la façon dont les personnes enseignantes s'organisent en classe et hors classe pour couvrir les besoins de leurs élèves, la manière dont elles gèrent les éléments du contexte, les facteurs, comment ils interprètent les différentes situations, puis aussi comment ils négocient les facteurs du contexte pour mettre en place des pratiques inclusives, et puis aussi la manière dont elles se prescrivent des tâches, comment elles se donnent la responsabilité parfois, comment leur rôle se transforme à la lumière de leur perception sur l'inclusion scolaire. Et puis aussi le travail enseignant, c'est comme, on s'inscrit dans cette définition, c'est comme un résultat des objectifs, expériences des personnes enseignantes, leur perception, valeurs, croyances, mais aussi en lien toujours avec les caractéristiques du milieu, donc avec des caractéristiques extrinsèques, mais aussi avec des caractéristiques intrinsèques. Et bien sûr, parce qu'on parle des pratiques inclusives, donc premièrement, on distingue, on fait cette distinction entre intégration et entre inclusion. L'intégration qui est orientée vers des élèves ayant des besoins spécifiques, alors que l'inclusion concerne l'apprentissage, la participation et l'engagement de l'ensemble des élèves. Puis cette distinction nous permet aussi de mieux comprendre le rôle de l'école dans ce mouvement inclusif. Donc, ce paradigme inclusif remet à l'école la responsabilité de s'adapter aux élèves et de garantir leur accessibilité au savoir, quelles que soient leurs différences, leurs difficultés, et bien sûr la responsabilité d'accompagner les enseignants, donc de créer ce milieu ou bien ce climat inclusif. Et puis, on distingue aussi entre pratique inclusive et entre inclusion. Donc, on situe les pratiques inclusives dans un processus, dans le but et la recherche de meilleures façons pour répondre aux besoins des élèves, mais aussi on les voit comme des pratiques contextualisées, comme j'ai expliqué avant, situées dans le temps, dans l'espace, qui sont inscrites dans un continuum d'inclusion. Et alors, cette progression n'est pas nécessairement linéaire, c'est ce qu'on va voir aussi dans la présentation.
Et finalement, toujours en lien avec le cadre théorique, et pour mieux comprendre ces pratiques inclusives, on s'inspire de guides pour l'observation en classe des pratiques inclusives de Finkelstein et collaborateurs. Et puis, on a utilisé aussi ce guide pour analyser les pratiques enseignantes rapportées par les personnes enseignantes. Pourtant, on n'a pas utilisé ce guide pour développer notre outil de collecte de données. Donc, aussi, c'est une nuance à souligner. Donc, pour notre méthodologie, je commence. Donc, comme je vous ai dit avant, la présentation aujourd'hui, les résultats sont issus d'un projet de recherche en cours. Donc, un projet financé par le FRQSC. Puis, il s'agit de trois objectifs, hein. Analyser et comprendre les perceptions des personnes enseignantes au primaire à l'égard de l'inclusion scolaire. Analyser et comprendre les pratiques d'enseignement en contexte de diversité et d'inclusion utilisées par les personnes enseignantes dans l'intention de répondre aux besoins de leurs élèves. Et ce sont les deux objectifs qu'on va aborder aujourd'hui. Pourtant, le troisième objectif, c'était analyser et comprendre la prise de conscience critique des perceptions des personnes enseignantes à l'égard de l'inclusion scolaire. Un objectif qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce qu'on a, comme j'ai dit, ce sont des résultats ou bien l'analyse est toujours en cours. Donc, une nature qualitative, méthodologie qualitative, puis critique aussi. On travaille beaucoup sur le développement de la conscience critique des personnes enseignantes à partir des groupes de discussion. Mais je répète, c'est pas ça qu'on va présenter aujourd'hui. On a commencé le recrutement en début 2023. On visait 20 personnes enseignantes de classe ordinaire, titulaires, spécialistes partout de Québec. Puis, on a utilisé deux outils de collecte de données, des entrevues individuelles compréhensives, de type compréhensif, entre 40 et 60 minutes par entrevue. Puis, par la suite, on fait des groupes de discussion, groupes de 4 à 5 personnes enseignantes par groupe, et on essaie que ça soit vraiment qui vient des milieux différents, contextes différents, multiethniques, peu multiethniques, pas multiethniques, avec beaucoup de plans d'intervention, peu de plans d'intervention. Mais aujourd'hui, pour la présentation d'aujourd'hui, donc, c'est seulement l'analyse de l'entrevue individuelle de 8 personnes enseignantes participantes qui provient de 6 centres de services scolaires partout de Québec, puis seulement les données issues des entrevues individuelles qu'on va analyser. Et dans ces entrevues individuelles, on a abordé 4 thèmes. Bon, ici j'ai précisé 3. Le premier thème, c'est le profil de l'école, de la classe, de l'enseignant. Donc, on parle avec eux sur leur perception sur l'inclusion scolaire, les pratiques en contexte de diversité, les pratiques qu'ils vont décrire, qu'ils vont rapporter, puis les défis de la mise en place des pratiques. Pour l'analyse des données, donc il y avait comme plusieurs niveaux de codage au début. On a commencé avec des codes très généraux, puis des codes plus spécifiques, plus précis, qui sont en lien aussi avec le guide pour l'observation en classe des enseignantes. Mais en même temps, il y avait toujours ce codage ouvert. Il y avait pas mal de catégories émergentes, puis on a laissé bien sûr la porte ouverte à toutes les catégories émergentes. On ne s'est pas limité par le guide pour l'observation des pratiques inclusives. Et pour l'analyse, donc, il y a aussi plusieurs niveaux d'analyse. On a commencé avec l'analyse verticale de chaque entrevue individuelle et par la suite l'analyse transversale. Et ce sont les résultats qu'on va présenter aujourd'hui. Mais avant, parlons un petit peu des 8 personnes enseignantes. Donc, âgés entre 39 et 54 ans, ils proviennent, comme j'ai dit avant, de 6 centres de services différents. Les années d'expérience entre 8 et 26 ans d'expérience. Il y en a seulement une personne enseignante issue de l'immigration. Les 8 ont le français comme langue maternelle. Puis ici, on a précisé le contexte de la classe tel que décrite par les personnes enseignantes. Donc, parfois, ils ont décrit que leur classe, c'est peu multiethnique. Ils ont 1, 2 élèves issus de l'immigration, parfois récente, parfois deuxième, troisième génération. Quelques élèves avec un plan d'intervention, quelques élèves HDAA. Parfois, ils parlent d'un milieu très multiethnique, mais très favorisé en même temps. Donc, comme par exemple, on a, je prends comme exemple Juliana ici, un milieu très multiethnique. Elle parle de 100% des élèves issus de l'immigration, mais en même temps, elle a 50% de ces élèves qui ont un plan d'intervention. Donc, c'est pour décrire un petit peu cette diversité de contexte. Alors, pour les résultats préliminaires, donc
on va présenter des extraits des entrevues, mais en même temps, c'est pour vous dire qu'on a fait des choix. On peut pas présenter tous les extraits, donc on a fait des choix. On a présenté des extraits qui représentent le plus l'élément d'analyse. Donc, l'analyse transversale nous a permis vraiment de faire ressortir trois thèmes principaux: les perceptions des personnes enseignantes de l'inclusion scolaire, par la suite les pratiques enseignantes inclusives rapportées par ces enseignantes, puis les facteurs qui nuisent à l'inclusion. Alors, concernant le premier thème, on parle des perceptions des personnes enseignantes de l'inclusion scolaire. Ici, on va parler de deux niveaux d'analyse. Comme premier niveau d'analyse, euh, le premier niveau s'amène, c'est-à-dire c'est la définition que les personnes enseignantes ont donnée de l'inclusion scolaire, et ça c'est suite à une réponse à une question directe. Donc on a posé la question: c'est quoi votre définition de l'inclusion socio-scolaire? Donc c'est ça là ici ce premier niveau d'analyse. On a regardé un petit peu, on a analysé les réponses directes à cette question, puis on a trouvé qu'il y a deux éléments émergents. Premièrement, on a trouvé que parfois la définition de l'inclusion est centrée parfois sur des élèves en particulier, comme par exemple des élèves TDAH pour Joanne, par exemple, alors que pour Edith, et seulement j'ai oublié de vous dire qu'on utilise des pseudonymes, c'est sûr. Donc pour Edith, c'est l'inclusion, ça concerne les élèves issus de l'immigration. Elle parle de leur bagage, comment elle s'intéresse à leur culture, fêtes, traditions et ainsi de suite. Puis le deuxième élément qui émerge, c'est une définition centrée sur l'ensemble des élèves. Et pour les 8 entrevues, on a 5 plus qui sont dans cette catégorie centrée sur l'ensemble des élèves, alors que 3 entrevues, c'est plus centré sur des élèves en particulier. Donc ici, on parle donc c'est comme une approche plus holistique pour définir l'inclusion. Créer toutes mes situations d'apprentissage pour que tous mes élèves soient capables d'aller chercher la base des apprentissages pour Géranium. Et c'était très intéressant ici comme définition, parce qu'aussi elle parle comment elle va adapter, elle va changer ces situations d'apprentissage. Donc c'est elle qui va comme aller à la rencontre de ses élèves. Puis comme par exemple ici avec Assa, on est dans un milieu très multiethnique, selon sa description: accepter dans une classe toutes les couches sociolinguistiques qui arrivent au Canada, des élèves en difficulté de comportement, élèves très forts, on doit les accepter dans une classe. Donc ça, c'est comme premier niveau d'analyse directe, si on va le dire comme ça. Puis comme deuxième niveau d'analyse, ça consiste à analyser leur perception tout au long de l'entrevue. Donc à partir de notre lecture, l'analyse qui a été faite, on a regardé comment les perceptions émergent. Puis aussi 3 éléments. On a pu ressortir 3 éléments. Parfois, les perceptions sont axées sur les bénéfices de l'inclusion. C'est comme si le processus, l'inclusion, c'est comme si un processus naturel, un processus qui fait partie intégrante de l'enseignement. Il ne s'agit pas d'une tâche supplémentaire pour les enseignants. Donc, on a Géranium qui explique que c'est pas épuisant tant que ça va être très bien réfléchi, tant qu'elle va travailler sa planification, l'organisation physique de sa classe. Alors que pour d'autres perceptions ont été axées sur les défis, sur les obstacles. C'est comme si l'inclusion est une tâche supplémentaire. Ils ont parlé d'un fardeau qui est difficile, un processus lourd, surcharge. Mais aussi, ça signifie pas que que ces personnes enseignantes n'ont pas mis en place des pratiques inclusives. Pas du tout, mais sauf que à partir de leur contexte, les facteurs du contexte, ils ont trouvé que c'est pas vraiment tellement, les facteurs de contexte n'ont pas aidé à mettre en place euh, des pratiques inclusives, comme par exemple, on prend l'exemple de Jasmine qui a trouvé que c'est lourd parce que justement, je peux pas appliquer mon style à son plein potentiel parce que je suis freinée. Je le vois plus comme un frein dans le sens que l'inclusion vient faire en sorte que je ralentis mon petit train. Puis Joanne aussi qui a trouvé que c'est un fardeau parce que faire une gestion, gérer ça, plus le reste de la classe, les problèmes de comportement, ça vient vraiment lourd. Puis le dernier élément qui ressort de leur perception, c'est que
Ils ont trouvé, certains enseignants ont trouvé que l'inclusion dans sa forme actuelle, ça peut nuire aux élèves et aussi ça mène à un sentiment de frustration chez les personnes enseignantes. Donc, Jasmine nous a dit, bon, des fois, je trouve que le fait de les inclure, c'est bien beau, mais quand ça nuit à l'élève et quand ça nuit au rythme d'apprentissage des réguliers, bien, c'est là que j'ai une réserve. Ou bien Patricia, par exemple, quand on devient enseignant, ce qu'elle dit, on veut le meilleur pour tous les élèves, puis on veut qu'ils se développent. Puis là, on a l'espèce de phrase, hey, développer le plein potentiel des élèves. Alors, je vois qu'il y a un potentiel, qu'il y a quelque chose, mais je suis pas capable d'aller le chercher. Puis c'est fatigant parce que je réponds pas à ses besoins. Donc ici, elle parle d'un élève en particulier. Alors oui, c'est frustrant. Donc c'est ça qui concerne le premier thème, les perceptions des personnes enseignantes. Je vous laisse avec Gabrielle qui va vous présenter le deuxième thème. À Alors, toi, Gabrielle. Alors, comme Rola a mentionné plus tôt, nous avons utilisé les 5 catégories de pratiques enseignantes de Finkelstein et ses collaborateurs pour coder les 8 entretiens. Cela dit, nous sommes quand même restés ouvertes à des catégories émergentes tout au long du processus. Et puis, on va vous en présenter une justement aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous tenons à rappeler que nous avons demandé aux personnes enseignantes de nous partager des pratiques visant l'inclusion de leurs élèves sans nommer les catégories en tant que telles pendant les entretiens. Nous vous présentons donc quelques pratiques qui ont été rapportées et décrites par les personnes participantes enseignantes. Alors, la première catégorie est celle de la collaboration et du travail d'équipe. 2 pratiques ont été rapportées, dont le co-enseignement. Géranium, ici, nous explique qu'elle est capable de faire la différenciation plus rapidement et de travailler en sous-groupe de besoins. Aussi, une autre pratique rapportée a été le fait de prendre des initiatives pour collaborer avec les familles et la communauté. Assa était notamment très présente dans la communauté et le quartier de l'école. Il dit, les dépliants, moi, je les mets dans l'agenda, j'informe les parents et je dis, je serai là. Ensuite, il y a la catégorie des pratiques sociales, émotionnelles et comportementales. Des personnes enseignantes participantes ont rapporté mettre les apprentissages des élèves de côté au début. Marie explique l'avoir fait pour son élève issu de migration afin qu'il se sente bien avant tout dans son milieu. Selon Edith, il faut qu'il y ait d'abord un lien d'attachement qui se crée parce que c'est souvent des élèves qui sont carencés. Les élèves dont elle fait référence, c'est les élèves issus de migration. Une deuxième pratique rapportée par toutes les personnes participantes est le développement d'une relation élève-enseignante bienveillante. À ça, en témoigne dans cet extrait de verbatim. Il faut beaucoup les soutenir, il faut être proche d'eux, de ces élèves-là, parce qu'ils ont beaucoup vécu des réalités que nous n'avons pas vécues. Ensuite, la troisième catégorie est celle des pratiques organisationnelles. Des personnes participantes ont rapporté l'importance de varier la formation des équipes, soit de manière hétérogène, homogène ou aléatoire. Patricia explique que les équipes au hasard font que les élèves ne rentrent pas dans un rôle, ils ne s'attachent pas à un rôle, puis ils rentrent plus dans la collaboration que s'ils sont tout le temps avec la même personne, ils vont se développer des rôles, puis ils vont peut-être être plus passifs. Des personnes enseignantes ont également rapporté l'affichage des images dans la classe pour favoriser l'apprentissage du français, dont Assa qui travaillait beaucoup par thème et amenait les élèves à apprendre à bien prononcer des mots à l'aide d'images. Pour la catégorie déterminer la progression, un exemple de pratique rapportée a été le fait de modifier les tâches assignées. Marie explique au niveau des tâches scolaires, c'est sûr que moi, je diminuais, je m'adaptais. En mathématiques, je réduisais les nombres. En français, j'essayais d'aller chercher des activités qui étaient le plus accessibles pour lui. Et lui, c'est l'élève issu de migration qu'elle avait dans sa classe. Finalement, la dernière catégorie de Finkelstein et ses collaborateurs est les pratiques pédagogiques. Une pratique rapportée a été le fait de favoriser l'apprentissage collaboratif entre les élèves. Par exemple, Edith nous a partagé avoir encouragé ses élèves à se consulter comme personne référence avant de lui solliciter de l'aide, surtout lorsqu'elle était occupée à soutenir des élèves en particulier. Une autre pratique rapportée a été l'enseignement de stratégies avec la modélisation. Ici, Marie dit, je leur dis souvent, moi, je t'aide à remplir ton sac à dos de stratégies de notions, mais c'est à toi d'aller piger puis d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne devant telle problématique ou telle situation. Juliana aussi enseignait les comportements explicitement, les stratégies de lecture, d'écriture et faisait beaucoup de modélisation.
Puis en dernier, nous avons un exemple de catégorie de pratiques ayant émergé lors de l'analyse transversale des données, les pratiques multiculturelles. Cela dit, elles n'ont pas été rapportées dans tous les entretiens et selon nous, c'est entre autres parce que les personnes participantes enseignaient plutôt dans des contextes peu ou pas multiethniques. Par exemple, 2 personnes enseignantes étaient pour l'utilisation des langues parlées par leurs élèves dans leur classe. À ça dit, je tolère dans la pratique, je tolère aussi d'autres langues parce que pour moi, un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer en français et qui peut prononcer les mots dans sa langue maternelle, alors à ce moment, on cherche comment on va traduire par des images. Tandis que d'autres personnes participantes étaient plus ou moins contre l'utilisation des autres langues. Jasmine explique, idéalement, je pense pas que ça sert les besoins. Ben, en fait, ça commence à faire une tâche qui est plus lourde pour moi. Ça commence à faire un élément de plus pour les autres élèves qui m'entendent parler une autre langue. C'est un élément de distraction en général. Je vais passer la parole à Mélissa qui va introduire l'autre thème. Merci, Gabrielle. Donc, les facteurs qui nuisent à l'inclusion du point de vue des personnes enseignantes, c'est le 3e thème qui est ressorti de l'analyse verticale. Ce que nous avons retenu comme défi commun à plusieurs contextes différents ne représente pas, on se rappelle, toutes les personnes participantes. Nous avons dû en sélectionner quelques-uns selon ce qui est ressorti le plus souvent dans les verbatims. Entre autres, Joanne a mentionné le manque de ressources, surtout pour les élèves HTAA. Dans le même ordre d'idée, Juliana a déclaré avoir trop de besoins différents et que sa classe est trop hétérogène. D'un autre côté, un 3e défi qui a été dit est le manque de formation. Patricia mentionne le fait qu'elle aurait besoin de plus de temps pour être en mesure de répondre aux besoins de tous ses élèves. Par ailleurs, il y a eu des défis plus spécifiques à certains contextes. D'abord, selon le point de vue d'une seule personne enseignante, les lois de francisation limitent l'utilisation de la langue maternelle chez les élèves comme un vecteur d'apprentissage et d'inclusion. Il y avait aussi mention de l'absence de collaboration avec les parents, surtout dans les milieux défavorisés. Puis finalement, des personnes enseignantes ont mentionné que dans certains milieux qui ne sont pas prêts à accueillir des élèves issus de l'immigration, elles voyaient une diversité ethnoculturelle qui émergeait. J'adresse la parole maintenant à Rola qui va poursuivre avec l'interprétation. Donc, qu'est-ce qui nous dit cette analyse des résultats préliminaires? Peu de résultats, en fait, parce que, comme je dis avant, on visait 20 personnes enseignantes, puis on parle ici de 8 personnes enseignantes, puis seulement les entrevues individuelles. On n'a pas encore analysé les groupes de discussion. Donc, ce qui est ressorti, c'est ce sentiment de frustration, même d'insuffisance, d'insatisfaction développée chez les personnes enseignantes, et ça reflète une volonté pour soutenir leurs élèves, mais ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Et donc, ça revient vraiment, même en lien avec notre cadre théorique, aux facteurs systémiques, les facteurs du contexte, le manque de support, de soutien, d'accompagnement, des ressources, puis 50% parfois des plans d'intervention en même classe. Donc, c'est ça qui mène à ce sentiment de frustration. Mais ça signifie pas que ces personnes enseignantes, ils n'ont pas des pratiques inclusives qui s'inscrivent sur ce continuum d'inclusion. Puisqu'on a remarqué aussi, c'est que le sens qu'elles donnent à l'inclusion, comme comment ils ont défini, ils ont ciblé, ils ont visé des catégories d'élèves ou pas, ça dépend vraiment de leur contexte de travail. Puis, pas seulement les facteurs du contexte, mais aussi les caractéristiques du milieu. Donc, dans un milieu qui n'est pas multiethnique, les enseignants ont surtout parlé de l'inclusion des élèves qui ont des plans d'intervention bien de difficultés, alors que dans des milieux multiethniques, le focus était plus sur les élèves issus d'immigration. Donc, c'est comme on catégorise parfois dépendamment du milieu, dépendamment de notre expérience dans ce milieu. Et puis donc, on ne sait pas aussi à quel point notre présence dans ce milieu, les défis qui ressortent de ce milieu affectent nos perceptions. Parce qu'on le sait, les perceptions influencent nos pratiques mises en place. Mais en même temps, les pratiques mises en place, les défis qu'on a lorsqu'on va mettre en place des pratiques aussi, ça peut à nouveau affecter nos perceptions. Ça devient comme un cercle. Et puis, pour certains enseignants, l'inclusion est perçue comme une tâche supplémentaire. Et
Aussi, je fais le lien avec les milieux. C'était surtout dans les milieux nommés par les enseignants comme défavorisés, dans les classes qui nommées par les enseignants comme classes difficiles, avec plusieurs plans d'intervention, avec un milieu qui n'était pas vraiment multiethnique, mais oups, on accueille un élève issu de l'immigration qui maîtrise pas la langue et on n'est pas habitué à faire ça. L'école n'est pas prête, puis donc on va se débrouiller comme enseignant. Donc euh, dans ce sens-là, c'est perçu comme une tâche supplémentaire. Donc, parce que ça aussi, ça revient à la question à quel point les écoles sont prêtes pour accueillir cette diversité. Et puis, je répète, et ça c'est très important parce que ça a pris beaucoup de discussions entre nous trois, les pratiques rapportées sont inclusives seulement dans le contexte de leur mise en œuvre. On ne peut pas dire que c'est une pratique inclusive pour ça et aussi ça peut être pour une autre enseignante. Ça dépend vraiment du contexte de la mise en œuvre de cette pratique et parfois, ces pratiques ne sont pas nécessairement intégrantes dans la culture scolaire. Ça reste comme des pratiques de temps en temps, des pratiques accidentelles, si on va les dire comme ça, parfois folkloristes. Donc, ça s'ancre pas en cœur dans la culture scolaire. Et ce qu'on a remarqué aussi, au début j'ai dit que pour le titre c'était en diversité ethnoculturelle, mais on n'a pas ciblé seulement des écoles multiethniques, parce que finalement en lien même avec la politique d'intégration interculturelle, les activités, puis cette ouverture à la diversité, c'est pas seulement, ça doit pas être limité seulement aux écoles multiethniques. Donc on a remarqué que la mise en place des pratiques multiculturelles, puis les enjeux liées à la diversité ethnoculturelle sont circonscrites surtout aux milieux multiethniques. Donc, dans les milieux peu, pas multiethniques, la question de la culture ou des cultures même est quasi absente. Et aussi, donc, ça suggère que ces milieux ne seront pas prêts ou bien ne sont pas prêts vraiment pour accueillir des élèves issus de l'immigration. Puis toute la question de vivre ensemble, l'école comme facteur de, je sais pas, cohésion sociale et ainsi de suite. Donc, ici, ça s'est mis un petit peu en question. Et pour terminer avec, il me reste comme 2 minutes, avec quelques limites. Donc, premièrement, on peut parler d'un autre cadre d'analyse, parce que c'est un cadre basé sur les observations des pratiques observées en classe, alors que dans notre cas, c'était comme des pratiques rapportées par les enseignants. On a essayé vraiment que ça soit bien compréhensible, de poser beaucoup de questions sur le contexte de la mise en place des pratiques, mais ça reste qu'on n'a pas fait des observations. Et puis, notre sélection des pratiques, on a présenté aujourd'hui quelques pratiques rapportées, parce que aussi, ça revient à notre interprétation, comment nous-mêmes, lorsqu'on a fait l'analyse, on a perçu ces pratiques, à quel point on a considéré que ce sont vraiment des pratiques inclusives ou pas inclusives. Donc, ça, c'est aussi, ça limite l'analyse. Puis peut-être comme limite très générale, ça revient à la question de l'inclusion, puis à la question des pratiques inclusives, puis à la question des catégorisations, parfois des marqueurs de diversité. Puis on s'est dit, est-ce que parce qu'on a au début dit, OK, on va travailler dans des écoles multiethniques, est-ce que c'était comme un critère de sélection qui a limité peut-être le recrutement des enseignants? Pourtant, on n'a pas posé des questions directes en lien avec la diversité ethnoculturelle. On a posé des questions très générales en lien avec les pratiques mises en place pour favoriser l'inclusion de tous les élèves, mais ça se peut que ça reste une limite. Et je crois qu'on a fait le tour et on vous remercie. Bien, merci beaucoup. Vous avez fait le tour, mais il y aura quand même des questions. Je vais commencer par une question, mais il y en a déjà une qui est arrivée d'ailleurs, mais une des miennes d'abord. Peut-être qu'elle sera pertinente, vous me direz. Vous avez parlé de pratiques qui n'étaient pas en soi inclusives. Elles le sont pour les personnes, soit qui observent, soit qui en parlent. Mais donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses qui sont en soi inclusives ou plus précisément, vous avez parlé de pratiques intégratives ou intégrantes. Je comprends qu'il y a une différence, bien sûr, vous l'avez expliqué un peu, mais peut-être pourriez-vous nous dire davantage dont il s'agit. Qu'est-ce qui distingue les deux? Qu'est-ce qui fait qu'une pratique peut être intégrante, au moins de votre point de vue, et de celui sans doute des élèves ensuite? C'est la première question. Puis il y en a une deuxième même que je vous pose. À propos des changements dans les déclarations ou les perceptions, en tout cas, des pratiques. Est-ce que votre recherche ne porte pas là-dessus, mais puisque vous êtes des experts depuis quelques années dans certains cas, est-ce que vous sentez un changement dans ce qui est dit au moins? Peut-être pas dans ce qui se passe en classe, au moins dans ce qui est dit
soit pour le mieux, soit pour le pire, peu importe. Vous n'êtes pas posé de qualifier si c'est mieux ou si c'est pire, mais est-ce qu'il y a des changements en tout cas? Là, je vous laisse la parole. Ouais. Je vais commencer avec la deuxième question, puis je laisse aussi Mélissa et Gabriel ajouter si elles veulent. Donc, oui, on n'est pas ici pour juger, mais oui, il y a un changement, mais je vais le dire, un changement positif. Il y a vraiment cette volonté qui ressort parce que les enseignants, ils veulent mettre en place ces pratiques pour favoriser l'inclusion de leurs élèves, mais il y a beaucoup le discours sur les défis aussi. Et on le sait très bien, il y a beaucoup de défis. Et comme on l'a dit dans la problématique, on est encore dans une visée d'intégration à Québec. On n'est pas seulement à Québec, dans plusieurs pays en fait. Et puis, on demande aux enseignants de s'inscrire dans ce mouvement inclusif. Donc, s'il y a un écart entre ce qu'on demande aux enseignants et entre les services offerts à l'école. Mais oui, il y a toujours cette volonté, un discours, disons, positif, très empathique aussi. Puis, ils veulent faire de leur mieux pour vraiment inclure les élèves. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort. Puis, pour la première question, peut-être que j'ai mal expliqué pratique intégrante. Ce que je voulais dire par pratique intégrante, c'est la pratique qui s'ancre dans la culture de la classe. C'est-à-dire, comme on a dit, on a comme un continuum d'inclusion, puis il y a des pratiques inclusives qui s'inscrivent sur ce continuum, mais c'est pas quelque chose qui se fait tout le temps. Donc, on peut pas dire qu'on est dans l'inclusion scolaire, mais on est plus dans des pratiques inclusives qui sont mises en place. Et c'est là qu'on distingue entre l'intégration et l'inclusion. Et c'est considéré comme une étape, comme une phase pour passer vraiment à l'inclusion scolaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ça. Oui, oui, ben, c'est une étape dans le continuum, en tout cas, c'est important de le dire. Mesdames, avez-vous des choses à ajouter? Parce qu'il y a déjà une autre question que je vais vous poser. Non? OK. C'est une collègue qui la pose, Geneviève Carpentier, je la nomme. Je vais lire sa question. Plusieurs éléments mentionnés par les personnes enseignantes peuvent être attribués à des facteurs externes sur lesquels elles ont peu ou pas de pouvoir. Financement, ressources humaines, nombre de plans d'intervention, etc. Est-ce que les personnes participantes ont aussi nommé des éléments qu'elles attribuent à des facteurs internes, développement professionnel, attitude, croyances liées à l'inclusion, etc. Et on reconnaît des objets de recherche de la personne qui pose la question, je pense, là-dedans. Mais avez-vous vu cela? Ouais, ouais. Une question très pertinente. Merci, Geneviève. En fait, on n'a pas posé, bien sûr, on n'a pas posé des questions directes sur ça, mais c'est à partir des perceptions, parce que le premier objectif, c'est vraiment analyser les perceptions des personnes enseignantes sur l'inclusion, la diversité, et ainsi de suite. Donc, même si c'était pas dit explicitement, c'est vraiment dit parfois implicitement. Mais je répète qu'il y avait toujours cette volonté, mais c'est comme il y en a les défis du contexte, ça freine un petit peu ce processus d'inclusion. Parfois, on a comme un discours parfois, disons, déficitaire, comme par exemple, il y avait pour eux, l'inclusion, c'est comme on a un groupe déjà installé, déjà sur place, puis on va intégrer, on va inclure ces élèves qui viennent d'ailleurs dans ce groupe ou bien les élèves qui ont des défis d'apprentissage. Mais ça revient aussi à la perception, comment on voit, comment on construit le sens de l'inclusion. Mais au moins pour ces 8, en tant que croyance, en tant que position, il n'y a pas vraiment, disons, des facteurs qui freinent, sauf que c'est l'influence du milieu. L'influence vraiment des caractéristiques externes du milieu. Mais aussi pour dire aussi que parfois les facteurs externes du milieu, ça influence nos perceptions et ça change nos perceptions. Donc, comme il y a une enseignante qui nous a dit, j'étais la première qui a levé la main pour l'inclusion, j'étais prêt avec l'inclusion, mais maintenant, lorsque j'ai 50% des plans d'intervention de ma classe, non, je me retire. Donc, on peut pas considérer que ça c'est un discours négatif, mais ce sont vraiment le contexte, les caractéristiques du milieu qui ont fait en sorte que cette enseignante a changé même sa perception en lien avec l'inclusion. Elle l'a vu maintenant comme une tâche supplémentaire, tâche difficile, tâche lourde, alors qu'au début, elle était tellement avec. Ouais. Merci. Il y a d'autres questions qui arrivent et puis qui sont en lien avec celle-là, mais je les pose pas nécessairement dans l'ordre de faire des liens. Là. Je vais y aller avec celle que je vois d'abord. Mais
Une des questions, c'était comment les lois sur la francisation limitaient l'utilisation des langues connues par les élèves. Et je poursuis avec la lecture. Je travaille dans le contexte français européen, donc je ne suis pas au courant de ces lois. Nous avons l'idée que vous vous appuyez beaucoup sur les langues des élèves, comme les clips sur le site Elodie le montre. Alors, ça, c'est la question. Ouais. Je vais en lire une deuxième. Vous pouvez peut-être joindre les deux. Elles sont pas tout à fait coïncidentes, mais néanmoins, ça peut vous aider. La deuxième, c'est les parents des élèves. Quel est leur sentiment? Inclusion ou intégration? Oui. Donc, pour la première question, c'est vraiment, et nous l'avons précisé, c'était de point de vue de la personne enseignante. Parce qu'il travaille dans un milieu très défavorisé, très multiethnique, selon sa description. Puis pour lui, il faut utiliser parfois, il faut miser sur les langues maternelles, puis même utiliser un petit peu l'anglais dans sa classe pour favoriser l'apprentissage du français. Alors il a considéré que c'était comme ces actions, c'était contre la direction, puis contre les lois de francisation selon ses compréhensions de ces lois au Québec, mais il a expliqué comment il a agi contre ces lois pour vraiment mettre en place cette pratique. Et donc, c'était pas quelque chose qui ressort des autres entrevues, c'était seulement en lien avec cette entrevue. Puis l'autre, pour les parents, on n'a pas abordé ce sujet, donc on peut pas dire est-ce que les parents sont avec, ils sont contre, parce qu'on n'a pas vraiment interviewé des parents. Même lorsque les enseignantes ou bien les personnes enseignantes parlent des parents, finalement, ils parlent des parents de leur point de vue. Donc, on peut pas vraiment avoir une idée sur est-ce que les parents sont avec ou bien sont contre. Ça prend un autre projet de recherche. Mais aussi intéressant parce que c'est regard croisé maintenant, c'est ça. Je rappelais aussi pour les auditeurs là, qui nous suivent que les questions doivent être posées dans la partie Q et R, questions et réponses. Si elles sont dans la partie discutée, ben je ne les verrai pas. Si quelqu'un lève la main, je ne les verrai pas non plus. C'est Q et R que je regarde seulement. Je vais essayer de rien manquer et je me concentre donc sur cette partie-là. Ce qui a permis d'ailleurs à une des personnes qui participent de répéter la question d'une autre personne pour être sûr que je la manque pas. Céline Gravel, donc, dans la discussion, a posé la question suivante. Avez-vous des informations particulières sur le travail d'équipe entre les enseignants? Entre les enseignants. Oui, puis je crois que Gabriel et Mélissa aussi, ils peuvent répondre à cette question. Absolument. Oui, parce qu'on a posé cette question directement dans les entrevues. C'était une question qui ressort sur la collaboration dans les écoles, collaboration avec l'équipe école, avec les organismes communautaires, puis avec les parents. On peut pas dire que c'est quelque chose qui ressort vraiment très clairement, la collaboration. Bon, il y a le co-enseignement. Sachez 2 ou bien 3 enseignants, ils ont parlé des effets positifs de co-enseignement. 3, 4 enseignantes ont parlé qu'il n'y a pas vraiment ce travail d'équipe, cette collaboration entre les différents enseignants. Et ça, c'était aussi comme un défi aussi pour mettre en place des pratiques inclusives. Donc, on peut pas considérer que ça, c'était un point positif qui ressort des 8 entrevues au moins, le travail collaboratif et la coopération entre les personnes enseignantes. Je ne sais pas si Gabriel et Mélissa, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être je pourrais ajouter parmi les 2 personnes participantes qui ont nommé le co-enseignement comme une pratique qu'elles utilisent, une de ces personnes a expliqué que ça a été fait de façon non officielle. Donc, on voit un peu aussi que ça dépend du vouloir, de la volonté des personnes enseignantes dans l'équipe école. Puis, il y a quand même eu de la collaboration avec des orthopédagogues, des TES qui ont été rapportés. Par contre, souvent, un peu comme ce que Rola disait, les personnes enseignantes expliquaient qu'elles préféraient moins que leur enfant soit retiré du groupe, par exemple avec le soutien linguistique qui était considéré par, entre autres, une personne comme étant un peu décontextualisé pour l'apprentissage du français. Il n'y avait pas vraiment un suivi qui se faisait par la suite en classe. Donc, oui, absolument. Des fois, c'était pas toujours une collaboration qui était rapportée de manière positive encore. Ouais. D'accord, merci. Une autre question maintenant, toujours dans les questions et réponses. Je l'ai vu, oui, bon. Vous n'avez pas essentiellement abordé la question de l'inclusion scolaire. Vous ne l'avez abordé que sur la base des diversités ethnoculturelles et linguistiques. Cela suppose-t-il que les autres formes de handicap sont maîtrisées dans votre contexte scolaire? Si oui, comment? Donc, ça, c'est la question que je viens de vous lire. Et il y en a une autre un peu dans le même genre.
enfin, dans la suite, je dirais, là, au moins chronologiquement, comment les enseignants arrivent-ils à prendre en compte les particularités des élèves vu que chaque élève est une singularité? Si vous voulez répondre à ces questions-là. Ouais, je vais essayer de relire la question, Marc-André, sur... C'est celle de midi 38. OK, je le vois pas. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je vais la lire telle quelle. Vous n'avez essentiellement abordé la question de l'inclusion scolaire que sur la base des diversités ethnoculturelles et linguistiques. Est-ce que cela suppose que les autres formes de handicap sont maîtrisées dans votre contexte scolaire? Si oui, comment? Oui, très intéressant parce qu'au début, on avait cette intention d'aborder l'inclusion puis les pratiques inclusives dans des écoles multiethniques, tout en regardant comment ça se fait l'inclusion des élèves issus de l'immigration dans le contexte réel de la classe pour ne pas catégoriser. Puis par la suite, on a trouvé, après la première rencontre, je crois après la première entrevue, on a trouvé que c'est vraiment lacunaire, c'est même déficitaire, on peut pas le faire de cette manière. Donc on a même nous-mêmes, nous avons élargi notre conception de l'inclusion. Puis, on a travaillé avec des enseignants, on a interviewé des personnes enseignantes qui viennent des milieux monoethniques, si on va le dire comme ça. Donc, ils ont seulement parlé de l'inclusion des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou bien HDA et ainsi de suite. Donc, ça nous permet aussi de regarder ce processus d'inclusion de plusieurs angles et de sortir un petit peu des limites de l'inclusion seulement des élèves issus de l'immigration. Pourtant, nous avons toujours posé les questions, même dans ces milieux monoethniques, comment ça se fait la prise en considération de la diversité ethnoculturelle, parce que comme j'ai dit avant, on considère que même si on n'est pas dans un milieu multiethnique, mais maintenant la diversité ethnique, c'est émergent au Québec. Donc, comment on va préparer les écoles pour accueillir aussi ces élèves issus de l'immigration? Donc, on a comme mélangé, on a ajouté ce type de questions sur la diversité ethnoculturelle, tout en considérant que les caractéristiques de ce milieu, c'est seulement, bien surtout des élèves à besoins particuliers ou bien qui ont des plans d'intervention. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que c'est complexe, surtout que ce sont déconstruits, et donc par définition, c'est fluide et puis c'est subjectif. Et il y a une partie objective au sens où il y a des rapports Oui, sociaux qui construisent les choses, mais oui, c'est complexe mais à prendre en compte. c'est complexe. Puis aussi, ce que nous avons remarqué, que même pour les enseignants, il n'y avait pas ils n'ont pas abordé plusieurs catégories de diversité en même temps. Donc, même si on a des élèves issus de l'immigration puis qui ont des plans d'intervention, donc c'était pas abordé comme les différentes catégories en même temps. Puis aussi, c'est un élément très très important à souligner. C'est comme on est encore en train de un petit peu de catégoriser les besoins des élèves. Et c'est ça qui revient aussi à la visée d'intégration et non pas à la visée d'inclusion qui domine les écoles. Parlant de catégories, ici une observation de collègue Mylène Leroux. Euh, elle, à la suite des questions sur la collaboration entre enseignants, elle ajoute la collaboration interprofessionnelle. Souvent on parle, je la cite, souvent on parle du manque de ressources professionnelles, mais on ne les utilise pas toujours à bon escient. On aurait intérêt à diversifier davantage les modèles de services. Et là, elle cite Trépanier et Paré. C'était pas une question, vous n'avez peut-être pas à dire ça de plus. Oui. Il y avait aussi la question, comment analysez-vous l'adaptation du PFEQ ou PFEQ sans doute, pour pallier cette problématique? Y a-t-il des évolutions perceptibles? Comment les enseignants les perçoivent-ils? Et une autre question que j'ajoute, vous pourrez peut-être lier cela. Selon vous, comment les pratiques pédagogiques inclusives que vous avez relevées se distinguent-elles de l'assimilation si l'utilisation de la langue maternelle n'est pas accueillie comme étant donné les politiques linguistiques du Québec? Bon. Ouais. Je peux la relire si vous voulez, là. Non, c'est correct. Pour la première question, en lien avec le programme de formation, en fait, il y en a, je crois, une ou bien deux personnes enseignantes qui ont expliqué que c'est flexible. Donc, ils peuvent vraiment se retrouver là-dedans pour changer un petit peu les thèmes, puis les textes, puis faire plus des liens avec le vécu des élèves, avec la réalité des élèves. Donc, ça, c'était la seule fois qu'on a parlé un petit peu, qu'ils ont parlé un petit peu de comment ils planifient, comment ils développent les situations d'apprentissage qui sont plus en lien avec le vécu des élèves
élèves pour vraiment rejoindre plus les élèves et leurs besoins particuliers. Puis, c'est ça. Donc, ils ont dit que parce qu'il s'agit des compétences, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de se retrouver dedans. Pour la deuxième question, distinguer entre pratique inclusive puis pratique qui vise l'assimilation. En fait, nous a- les pratiques analysées ont été analysées du point de vue des enseignants. Puis on a essayé de regarder le contexte de la mise en place de ces pratiques, puis les raisons derrière ça, puis on a vraiment interviewé les enseignants, pourquoi vous avez considéré cette pratique inclusive, comment elle était mise en place, quels étaient les défis, et ainsi de suite, pour arriver à la fin, donc à partir de discours des enseignants, on peut dire que c'était vraiment une pratique qui favorise l'apprentissage, pas seulement de cet élève en particulier, mais de l'ensemble de la classe, surtout lorsqu'ils ont parlé du travail collaboratif, travail en groupe, parfois fort faible, c'est ce qu'ils ont dit, ou bien fort fort ensemble. Ils ont expliqué pourquoi ils mettent en place ce type de pratiques. Pourtant, la question de l'enjeu linguistique, c'est surtout, ça ressort dans les milieux qui sont pas multiethniques. Donc, ils n'ont pas encore vécu l'expérience avec des élèves issus de l'immigration qui maîtrisent pas la langue. Pourtant, une enseignante qui vient de ce milieu, puis qui a accueilli une élève qui maîtrise pas la langue, elle a dit qu'elle a utilisé l'iPad, Google Translate, elle a utilisé pas mal la langue maternelle de l'élève pour l'intégrer. Donc, ça se peut que parfois, c'est comme une position de la part de l'enseignant de ne pas utiliser la langue maternelle, mais une fois on est à l'intérieur de l'expérience, puis en interaction avec cet élève, donc on change notre perception. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une pratique d'assimilation parce qu'il se positionne contre? Bon, on peut pas juger de cette manière parce qu'on a regardé tout le contexte de la mise en place puis toutes les autres pratiques qui ont été décrites par les enseignantes. Mhm. Ouais, le sens pour les acteurs est aussi important, j'imagine, là-dedans, et difficile à saisir parfois, surtout si c'est un processus qui est à long terme. Je vais juste... Oui. Si je peux juste ajouter, justement, une des raisons pourquoi on a dit que certaines personnes étaient plus ou moins contre l'utilisation des autres langues, c'est parce que c'est dans leur discours, elles utilisaient quand même l'anglais, la langue maternelle, si elles le pouvaient, de leurs élèves, mais elles voulaient pas l'utiliser comme une pratique de manière officielle, récurrente dans leur classe nécessairement. Fait que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de nuances au fait dans le discours. Donc, elles n'étaient pas nécessairement contre complètement l'utilisation des autres langues parlées par les élèves, mais elles voulaient utiliser le français davantage pour assurer leur intégration. OK, oui, c'est important de le mentionner. C'est sûr que les nuances, évidemment, quand on réduit pour présenter des données, on peut pas tout mettre. Je rappelle pour les gens qui veulent poser des questions de bien le faire dans le Q&A. J'ai vu du point d'œil qu'il y avait dans la discussion, ce que je ne regardais malheureusement pas. Il y a ici un autre commentaire, je crois, de Mylène Leroux, qui revient sur les questionnements de Geneviève sur les facteurs internes. Elle dit qu'il y a un cadre très intéressant de Ray et autres, 2022, sur le sentiment d'efficacité personnelle à l'égard de l'éducation inclusive. Cela inclut entre autres les attitudes, le développement professionnel, etc. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il pourrait vous offrir un nouvel angle d'analyse, peut-être. Puis le DOI est là, si vous voulez le regarder. Évidemment, je vous dirai pas le DOI. Question maintenant de la personne suivante. Avez-vous présenté votre conception de l'inclusion scolaire aux participants et participantes? Puisqu'ils proviennent de milieux très différents les uns des autres, est-ce que vos analyses prennent en compte si la réponse s'associe à votre une définition de l'inclusion scolaire différente de la vôtre? Ouais, très bonne question, merci. Lors des entrevues, on n'a pas bien sûr présenté notre conception de l'inclusion, puis on n'a pas précisé milieu multiethnique, issu de l'immigration. Donc, on a laissé vraiment la parole aux personnes enseignantes pour voir comment eux-mêmes et elles, ils perçoivent l'inclusion scolaire. Mais c'est vraiment tout au long de l'entrevue qu'on a, par exemple, remarqué même que pour certains enseignants, ils ont commencé à nommer des pratiques inclusives et qu'ils disent que voilà, c'est une pratique inclusive parce que. Donc, c'est sûr qu'ils ont acquis une certaine, ils ont développé un petit peu leur conception de l'inclusion lors de l'entrevue individuelle. Par contre, lors des groupes de discussion, et c'était pas le sujet ici, ça c'était autre chose. C'est là vraiment dans les groupes de discussion avec discussion entre plusieurs enseignantes qui viennent de milieux différents, multiethniques, monoethniques, beaucoup de plans d'intervention, peu de plans d'intervention, que vraiment
toutes les conceptions en lien avec avec l'inclusion émergent pour former à la fin, disons, une conception commune. Mais c'était notre décision dès le début. On n'explique pas, on définit pas c'est quoi. Surtout au début de l'entrevue, c'est quoi l'inclusion pour nous? Parfois, à la fin de l'entrevue, certaines enseignantes ont essayé de valider leur pratique, de poser la question, est-ce que vraiment c'est de l'inclusion ce qu'on fait, oui ou non? Mais on n'a pas précisé ça dès le début. Non. Mais franchement, est-ce qu'on a une définition très claire? Est-ce que quelqu'un a une définition très claire, précise de l'inclusion? Parce qu'on considère que ça dépend vraiment des contextes, du travail, des facteurs, des perceptions des personnes enseignantes. Donc, on peut pas limiter le cadre. Ouais. Donc, ça va plus loin que simplement s'assurer de ne pas encourager un biais de désirabilité sociale. C'est aussi une question épistémologique, là, si je comprends bien. Oui. Oui, d'accord, merci. Il y a deux autres questions, puis ce seront peut-être les dernières, puisque le temps file vraiment très rapidement, mais trois, en tout cas, je vais voir. Je vais vous donner les trois questions, puis vous ferez ce que vous pourrez avec le temps qui nous reste. Donc, la première, quelle stratégie l'enseignant pourrait-il utiliser pour s'éloigner des pratiques accidentelles et folkloriques dans leur pratique scolaire? Première question. Deuxième, ce ne sont pas de petites questions, je sais, mais je les donne quand même en rafale. Deuxième, à quel point considérez-vous que le gouvernement du Québec appuie les stratégies d'inclusion des élèves? Et la troisième, et celle-là, je vais pouvoir y répondre moi-même, serait-il possible de consulter votre présentation en ligne à la suite de cette rencontre? Je réponds à la dernière moi-même tout de suite. Puisqu'on enregistre la présentation, ben le PowerPoint sera dans la présentation. Il arrive parfois aussi qu'on ait des éléments comme ça qui s'ajoutent. Ça sera à voir, mais consultez, suivez-nous sur le site du CRIFPE et vous verrez tout cela. Mesdames, donc, vos réponses finales. Oui. Gabrielle, Mélissa, est-ce que vous voulez répondre à l'une des questions? Ben, peut-être je pourrais parler du point de vue des personnes participantes pour la question par rapport à l'appui du gouvernement quant à la stratégie d'inclusion des élèves. Ce qui a souvent été rapporté par les personnes participantes qui ont inclus un élève issu de migration, surtout dans les milieux qui étaient peu ou pas multiethniques. Les écoles, comme Roland a expliqué, puis Mélissa également, se sentaient pas nécessairement prêtes à accueillir ces élèves-là. Donc, la francisation retombait un peu sur les épaules de la responsabilité des personnes enseignantes titulaires. Donc, il y a certaines personnes enseignantes qui ont dit justement qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas le soutien autant dans le budget pour se faire libérer ou pour avoir du soutien outre que même une personne enseignante pour venir les aider avec cet élève-là. Donc, pour certaines, c'était pas totalement un soutien qui était suffisant. Mais Roland, je vais te laisser poursuivre. Oui, puis ce que je veux ajouter ici, c'est qu'on n'a pas encore une politique sur l'inclusion scolaire. Donc, on a la politique sur la réussite éducative, politique sur la différenciation pédagogique, mais on n'a pas vraiment une politique sur l'inclusion scolaire au Québec. On n'a pas cette définition très claire de ce qu'on veut dire par. Donc, on a le rapport du Conseil supérieur de l'éducation 2017, on l'utilise toujours. Puis, ils ont décrit le profil des écoles vraiment inclusives, mais à part ça, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, pour répondre à la première question, comment passer des pratiques qu'on appelle accidentelles vers des pratiques vers l'inclusion. C'est comme ça que je vais le dire. Donc, tel que décrit au début, vraiment, on place ces pratiques sur un continuum d'inclusion. Donc, ça commence à partir des pratiques parfois accidentelles, mais à quel point on va sensibiliser les enseignantes, c'est-à-dire ils vont être sensibilisés sur l'importance de la mise en place de ces pratiques, à quel point ils vont réaliser à quel point ces pratiques favorisent l'apprentissage, puis l'inclusion, le bien-être, la motivation, l'encouragement de leurs élèves pour pouvoir mettre en place plus de pratiques. Mais toujours, ça reste la question des défis rencontrés par les enseignants. Peut-être la question aussi comment permettre à ces enseignants de s'inscrire dans une perception plus positive, axée plus sur les bénéfices de l'inclusion, pour passer d'une étape à une autre. On considère que c'est comme une première étape, ces pratiques accidentelles. C'est la même chose lorsqu'on parle des élèves issus de l'immigration, puis comment on célèbre la diversité dans nos classes. On entend parfois dans l'étiquetage, dans la discrimination, stigmatisation, parce qu'on est beaucoup dans la folklorisation, et comment il faut que ça s'ancre dans la culture scolaire. Donc, c'est la même chose ici. Donc, mais c'est bien d'avoir fait cette étape. On a commencé à faire cette étape, mais c'est toujours le continuum d'inclusion. Il faut passer d'une étape à une autre.
Et ça, on doit savoir comment accompagner les enseignants, la formation initiale, la formation continue, les services, puis comment peut-être la collaboration à l'intérieur de l'école, les services offerts. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments ici à prendre en considération et c'est pas facile. Mais il y a la volonté toujours chez les enseignants. C'est ce qu'on a remarqué. Mais merci, ça termine bien la présentation sur une note quand même assez optimiste après un excellent webinaire. Ça a été d'ailleurs signalé par plusieurs personnes. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais les gens ont trouvé très intéressant votre présentation, instructive et dynamique et souhaitent voir les suites de votre travail avec les autres résultats qui vont être publiés ou diffusés d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous remercie donc pour cette présentation-là. Je remercie aussi les gens qui nous ont suivis du monde entier, encore une fois. C'est toujours intéressant de savoir que le savoir circule. On en est bien content. Donc, merci à tous. Et on se reverra pour un autre webinaire plus tard. Il y en a un mois de mai, comme je le disais tantôt. En attendant, mesdames les présentatrices, merci beaucoup. Ce fut, je le répète, fort intéressant. Alors, à bientôt. Et on finit maintenant. Au revoir. Bonne journée. Bye. Merci. Au revoir.